Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de ProteinXTC. Je suis Antoine Mercier, je dirige ProteinXTC, le cabinet, et on est ravis de vous accueillir pour ce moment que nous allons passer ensemble à propos de la dernière édition 2023 du baromètre de l'innovation alimentaire mondiale ProteinXTC. De démarrer ce webinaire, nous allons passer environ une heure ensemble. Bien sûr, vous aurez l'opportunité de poser des questions dans le chat. Nous verrons ça en fin de présentation. Donc, le programme du jour de ce moment d'échange va être en deux temps. On va bien sûr tout d'abord passer en revue les données clés, les grands enseignements de cette édition 2023 du baromètre de l'innovation alimentaire mondiale. L'essentiel à retenir, même si bien évidemment on vous invitera à le commander dans sa globalité. Et puis parce que au-delà de ces informations sur les innovations, ces grandes tendances alimentaires, le savoir-faire des fabricants à travers le monde, il nous semble aussi intéressant de profiter du moment ensemble pour revenir sur des grands enjeux d'innovation alimentaire et en particulier certains d'entre eux. Vous ne serez pas surpris que l'on évoque l'inflation, mais aussi la végétalisation de l'alimentation et puis l'intelligence artificielle. Et pour ce faire, je serai accompagné d'Emeline Fordos, qui est directrice de clientèle chez ProteinXTC en innovation, d'Émeric Hautement, directeur de clientèle conseil scientifique, et Xavier Terlet, notre expert advisor chez ProteinXTC, bien sûr, le pape de l'innovation chez nous. Donc, je vous propose de démarrer dès à présent et je vais passer la parole à Emeline. Le baromètre de l'innovation alimentaire mondiale que je vais vous présenter. Donc, c'est une étude exclusive réalisée par ProteinXTC chaque année depuis maintenant 25 ans. Donc, il analyse l'ensemble des produits innovants qui sont lancés dans le monde l'année précédente. Donc, il s'agit pour cette édition de l'analyse de l'année 2022. Il permet de suivre l'évolution de l'innovation alimentaire d'année en année en offrant une vision des nouvelles tendances d'innovation qui sont observées à travers le monde. Donc, cette étude révèle et décrypte également tous les nouveaux leviers d'innovation qui répondent aux nouvelles attentes et exigences du consommateur, à la fois dans toutes les régions du monde, mais aussi pour toutes les catégories de produits. Donc, c'est une étude qui s'adresse à tous ceux qui travaillent dans l'innovation et qui souhaitent s'imprégner des nouvelles tendances pour nourrir leur stratégie. Toutes les données qui sont analysées dans le baromètre sont extraites de notre base de données innovation, donc la base Inspire New Food Data, qui a été développée il y a plus de 25 ans par ProteinXTC et qui recense tous les concepts innovants qui ont été sourcés dans le monde entier, donc à la fois des concepts en marque nationale, mais également en marque de distributeur. Donc, dans la base Inspire New Food Data, ne sont intégrés que les produits qu'on dit innovants, c'est-à-dire ceux qui se distinguent avec une valeur ajoutée qu'ils apportent à l'existant. Donc, qu'on différencie d'une nouvelle référence dans une gamme. L'arbre des tendances protéines XTC permet d'affecter à chaque concept donc là où les tendances dans lesquelles il s'inscrit. Donc, c'est un outil qui a été développé par Xavier Terlet en 1996 et on le voit largement, il est utilisé pour classifier les innovations produits. Donc, c'est une segmentation qui permet de synthétiser l'ensemble des attentes des consommateurs. Donc, on voit que le tronc représente les consommateurs à travers 5 axes qui représentent les besoins fondamentaux de ces consommateurs. Et ces 5 axes sont déclinés en 15 tendances. Donc, les tendances sont les différentes manières de répondre à ces besoins. Donc, on voit les 5 axes qui sont plaisir, santé, forme, praticité et éthique. Donc, par exemple, si on regarde l'axe plaisir,
on a les tendances variété d'essence, sophistication, exotisme et fun. De chaque tendance émergent des nouveaux leviers qui sont utilisés par les industriels pour répondre à ces attentes. Donc, soit des réponses en termes de promesses produits, mais aussi en termes de moyens d'action. Donc, les leviers, comme on peut le voir, sont symbolisés par les feuilles de l'arbre, car en fait, ils évoluent et sont renouvelés d'année en année. Et tous ces leviers, on va le voir, sont décryptés et illustrés dans le baromètre de l'innovation alimentaire. Donc, ce baromètre de l'innovation alimentaire mondiale, c'est un ensemble d'analyses quantitatives qui, au travers d'études et graphiques, montre le dynamisme d'évolution des différents marchés. Donc, à la fois l'évolution des tendances mondiales, mais également pour chaque continent, chaque pays et pour chaque catégorie de produits. C'est aussi une analyse qualitative, puisque chacun de ces nouveaux leviers qui ont été identifiés, et on en a dénombré sur l'année 2022 une centaine, donc chaque levier est décrypté puis illustré par un concept produit qui a été puisé dans la base Inspire New Food Data. Donc, comme on peut le voir sur cette slide, on voit 4 exemples de leviers qui répondent à la tendance végétale qui s'inscrit dans l'axe santé et ils sont à chaque fois décryptés et illustrés. Je passe maintenant la parole à Xavier qui va nous parler des grands enseignements de cette édition 2023. Merci Emeline, oui, bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'innovation. Donc les grands enseignements de ce baromètre de l'innovation mondiale. Alors le premier, et ça ne vous étonnera pas, c'est une nette baisse de l'innovation alimentaire en 2022, un véritable décrochage, hein, puisque moins 12,7 points de baisse d'innovation dans le monde, c'est jamais vu, c'est du jamais vu, et c'est encore plus important en France, avec moins 23,3 points de baisse d'innovation en France. Hein. C'est véritablement vraiment révélateur d'une baisse d'activité en termes d'innovation des industriels de l'alimentation. Bon, on sait pourquoi. On a eu un effet Covid, on a un effet inflation, et aujourd'hui, sans doute à tort peut-être, mais en tout cas, les industriels de l'alimentation ont mis la pédale sur le frein. Les projets ont sans doute été réduits, certains ont été abandonnés. En tout cas, une nette baisse de l'activité innovante sur l'année 2022. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, là, je montre des produits. Alors, c'est des produits qui ont été, qui figurent, qui sont dans le top 10 Nielsen des meilleures ventes d'innovation en 2022. Vous voyez ces produits, c'est simplement pour vous dire qu'effectivement, l'innovation et l'alimentation, avant tout, est affaire de plaisir. Ces produits sont des produits de pur plaisir. Hein, on est presque, quand on voit Ben & Jerry Sunday, presque dans le porn food, hein, dans le plaisir maximum apporté aux consommateurs. On est assez loin des revendications écologiques, naturalité, santé qu'on pouvait avoir avant. Le plaisir reste le moteur de l'innovation en 2022. Alors, voilà un petit rappel des 5 dernières années sur le Total Monde. Hein, c'est des éléments que vous trouverez dans le baromètre. Sur les 5 dernières années, on voit que le plaisir reste le facteur principal d'innovation, avec pratiquement un nouveau produit sur 2 qui est lancé dans le monde, est avant tout une promesse d'apport de plaisir aux consommateurs, quelle qu'elle soit, on y reviendra. En deuxième point, c'est la santé, c'est environ, globalement, et c'est stable depuis 5 ans, quasi stable depuis 5 ans, c'est un nouveau produit sur 3 qui a une promesse liée à la santé. Alors ça peut être la santé un peu sécuritaire, de sécurité, de naturalité, ou de santé active, ce qu'on appelle nous la tendance médicale, c'est-à-dire qui apporte une fonction médicale aux consommateurs. Donc ça concerne un nouveau produit sur 3 dans le monde. C'est intéressant de regarder ce qui se passe en bas du tableau. En bas du tableau, on voit donc la praticité
aujourd'hui, qui était en 2018 à pratiquement 10% de l'innovation mondiale, aujourd'hui tombe à 5%, 5,5%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans doute, alors qu'on était dans les années 2000 à pratiquement 20-25%, où peut-être que la praticité reste à inventer aujourd'hui en termes d'innovation, hein, depuis, on va peut-être un peu exagérer, mais depuis le micro-ondes, depuis les produits nomades, etc., facile à ouvrir, on n'a pas inventé grand-chose en praticité. En tout cas, c'est un fait, ce n'est plus une valeur qui est largement développée en termes d'innovation dans le monde. Le bleu, c'est la forme. La forme, c'est touche à l'apparence, hein, c'est l'énergie, le bien-être, la minceur, voire le cosmétique en matière alimentaire. Qui était dans les années 2000 là aussi beaucoup plus, qui avait un poids beaucoup plus important, hein, c'était les produits light, on s'en souvient. Aujourd'hui, cette promesse revient un petit peu, notamment d'énergie bien-être, et les produits qui étaient autrefois light il y a toujours cette tendance vers la minceur, vers le moins de sucre par exemple, mais aujourd'hui le moins de sucre est valorisé avec des promesses de plaisir. Il y a moins de sucre mais il y a plus de fruits, il y a moins de sucre mais il y a plus de chocolat. On est toujours sur une dimension de plaisir et pas forcément de minceur directement. Et puis le trait vert, c'est l'éthique. Donc l'éthique, c'est l'écologie, c'est la citoyenneté, c'est la solidarité. Eh bien, ce point est en train il évolue, il augmente. On était par exemple, en 2012, on était à 1,4, on est passé à 3,6 en 2018 et on est aujourd'hui à 7,2. On voit qu'il y a un léger décrochage par rapport à 2021. C'est peut-être que on le verra tout à l'heure, mais que on est arrivé à un maximum. En tout cas, on observe un léger tassement de cette tendance aujourd'hui. Donc, on va rentrer plus précisément sur justement le troisième point important sur cette édition, c'est la baisse, ce que j'appelle la baisse de la dynamique, appelons ça transition alimentaire. Hein, puisqu'on voit que la naturalité, un don, ce qu'on appelle la naturalité, c'est la promesse de produits plus naturels aux consommateurs, dont le bio, qui intègre le bio. On voit là également un décrochage, une baisse de 2,9 points dans le monde et de 6,7 points en France, donc un décrochage un peu plus important. Et également un léger décrochage de la tendance écologie. Alors sans doute qu'on était arrivé à peut-être un trop haut. Le bio, on connaît les difficultés que la filière bio connaît aujourd'hui, par exemple en France. On a eu des progressions à 2 chiffres pendant une dizaine d'années et aujourd'hui, eh bien, cette progression s'est arrêtée. Ça pose un certain nombre de problèmes, on le sait. Peut-être qu'on était arrivé à une saturation du marché et le bio, on sait aujourd'hui, est perçu comme étant cher par le consommateur. Mais on voit par exemple sur le graphique en bas, en France par exemple, la part de l'innovation bio qui a atteint un plus haut en 2019. On était quasiment à 30 et quelques pourcents, c'est-à-dire un nouveau produit sur 3 lancé en 2019 était bio. Alors on a vu la progression du bio, il y avait les historiques du bio qu'on connaît depuis longtemps, on a eu les marques distributeurs qui sont toutes allées sur le bio et toutes les marques nationales maintenant ont leurs références bio et peut-être que le bio arrive à une saturation du marché, il y a peut-être un manque de différenciation. En tout cas, aujourd'hui, très clairement, on voit un décrochage de l'innovation bio. Ça, c'est le troisième point. Et le quatrième point, évidemment, on parlait de végétalisation tout à l'heure, le végétal progresse. On le voit, là, on est sur les chiffres mondes, ça progresse depuis pas mal de temps, puisque si on fait un bond, là, on est sur 5 ans en arrière, hein, on était à 6 et quelques pourcents en 2018. Aujourd'hui, on est à pratiquement 13% en 2022 des nouveaux produits lancés dans le monde qui ont une promesse liée au végétal, à la végétalisation. Et quand on regarde, il y a 10 ans, en 10 ans dans le monde, en 2012, on était à 0,9%. Donc vous voyez que c'est une vraie grosse progression. Et aujourd'hui, quand on voit cet afflux de nouveaux produits à promesse végétale, hein, on peut le dire, au dernier SIAL par exemple, 24% des nouveaux produits présentés à SIAL Innovation étaient des substituts. Hein, donc il y a véritablement un afflux de ce type de produits sur le marché. Peut-être que ce qui s'est passé sur le bio l'année dernière, il y a quelques années, arrivé à un plus haut, peut-être qu'on est en train de le vivre sur le végétal. On le verra dans les prochaines années. Peut-être, Xavier, je t'interromps 2 petites secondes.
On a des petites questions que tu peux peut-être traiter très rapidement. La première, c'est qu'est-ce qu'on entend par baisse d'innovation? Est-ce que c'est des investissements qui sont en baisse? Deuxième, c'est l'éthique. Est-ce qu'on retrouve dans l'éthique le bio et le végétal? Dans quel axe il se retrouve là également? Alors, sur la première question, qu'est-ce qu'on entend en baisse d'innovation? C'est tout simplement, nous, notre métier, c'est de regarder toutes les innovations qui sortent dans le monde. C'est le nombre de nouveaux produits qui arrivent sur les marchés. C'est clair, par exemple, en France, on est globalement autour de 3000 nouveaux produits qui apparaissent chaque année sur le marché, entre 2500 et 3000 nouveaux produits. Eh bien, c'est ce chiffre-là. Voilà, c'est une baisse, une baisse importante de nombre de nouveaux produits qui arrivent sur les différents marchés. C'est vrai dans le monde, c'est encore plus vrai en France. Alors, la deuxième question, pardon. C'est est-ce que le bio est intégré dans l'éthique? Alors, le bio peut être dans l'éthique ou le bio peut être dans la naturalité. Ça dépend comment l'industriel le positionne. Si vous dites mon produit est bio, c'est meilleur pour la planète avec ce positionnement-là, on sera effectivement dans l'écologie, mais ça peut être si mon produit est bio et c'est meilleur pour votre santé pour telle ou telle raison, là on sera dans la tendance naturalité. Donc ça peut être les deux, mais on va juger la première promesse, celle qui est la plus flagrante, c'est-à-dire ce qu'on appelle le positionnement du produit. Et enfin le végétal. Le végétal, oui, pardon. Dans quel axe il est? Il est dans le plaisir? Voilà, il est aujourd'hui, alors il est dans la tendance, l'axe santé, puisque aujourd'hui la communication du végétal se fait autour de la santé. Hein, c'est les 5 fruits et légumes, c'est le végétal est meilleur pour la santé, mais également il peut être comme le bio d'ailleurs sur des revendications, c'est des promesses, en tout cas écologiques. Ça dépend encore une fois du positionnement qu'a voulu l'industriel sur son produit. Chaque analyste chez nous, par rapport à un nouveau produit qui est intégré dans la base Inspire dont on parlait tout à l'heure, analyse justement ces innovations, on regarde leur positionnement et critérise en fonction. Je te laisse continuer la présentation. Voilà, donc on le voit, le végétal progresse. Alors, encore une fois, beaucoup d'innovations, des innovations qui se ressemblent hein, beaucoup et parfois peut-être avec une absence de différenciation. Et donc, on peut imaginer que dans les prochaines années, le végétal connaisse le même sort que le bio, une trop grande proportion de produits et les consommateurs feront le tri et peut-être qu'on verra une baisse des innovations. Alors, cinquième point, c'est le classement des catégories. Hein, les boissons sans alcool, les boissons rafraîchissantes sans alcool, BRSA, sont au top encore et toujours dans le monde. Voilà, 10,2%, c'est-à-dire en gros un nouveau produit sur 10 lancé dans le monde, nouveau produit est une boisson. Beaucoup en Asie, hein, vous le verrez dans le panorama. L'Asie est si on s'intéresse aux boissons, il faut regarder ce qui se passe en Asie, hein, les promesses santé notamment, naturalité, etc. Ce qu'on peut voir en Asie est très intéressant. C'est 10,2% dans le monde, c'est largement plus uniquement sur le territoire asiatique. En deuxième point, les surgelés salés. Les surgelés salés avec 7,7% des innovations dans le monde. Alors, il y a des variables selon les continents et les noms du pays. Et en troisième position, la boucherie charcuterie volaille avec 5,8% des innovations qui sont donc dans la catégorie boucherie charcuterie volaille dans le monde. Et alors, ces deux derniers, la deuxième et la troisième catégorie, donc les surgelés salés et boucherie charcuterie volaille, sont sur le podium parce qu'elles ont été boostées justement par le végétal. Là, on le voit par exemple avec les exemples qui ont été choisis. En surgelés salés, beaucoup de nouvelles recettes véganes, végétales qui ont été proposées sur le marché. Et même chose en boucherie charcuterie volaille, comme ici les références végétales de Le Gaulois. Donc voilà les trois catégories. Alors si on regardait uniquement sur la France, la première catégorie en France, c'est les mêmes dans un ordre différent, les surgelés salés. En deuxième, la boucherie charcuterie volaille. Et en troisième, les boissons sans alcool. Et le traiteur arrive en quatrième position, au pied du podium. Voilà. Alors, Antoine en parlait tout à l'heure. Quand on travaille avec nos clients et au regard de ces éléments, eh bien, on dégage des enjeux et sur lesquels tous ceux qui sont en responsabilité d'innovation, vous tous, eh bien, il est important de regarder, de voir et de comment gérer ces différents éléments. Alors, le premier, ça va être l'inflation, évidemment. On ne peut pas passer à côté de ça. Aujourd'hui,
par rapport à ce que l'on constate, la question qu'on peut se poser, c'est quelle valeur j'apporte à mon produit, pour quel prix? Cette question est éminemment importante. La deuxième, évidemment, c'est la végétalisation. On a vu la progression de la végétalisation et aujourd'hui, on voit que la végétalisation, eh bien, il y a du potentiel. On voit la science qui intègre, la notion scientifique qui intègre l'alimentation, on va en parler. Et enfin, l'information consommateur. Aujourd'hui, un consommateur qui exige un maximum de transparence et la technologie vient au secours de cette information consommateur avec des tiers de confiance qui donnent de l'information qui auparavant étaient donnée uniquement par l'industriel ou par le distributeur. Et c'est des éléments importants à prendre en compte quand on parle d'innovation. Alors, le premier point, quelle valeur pour quel prix? Quand on parle d'innovation, alors regardons le contexte. Alors j'ai pris des schémas proposés par Olivier Dover que chacun connaît, qui sont intéressants. Alors évidemment, on est aujourd'hui, alors ça c'est un slide qui a été réactualisé au 17 avril, donc avec quasiment 25% d'inflation depuis début 2022. C'est énorme, c'est du jamais vu. Sur 2022, on est aujourd'hui quasiment à 15,5% et ça continue. Donc ce contexte-là, on le connaît. Là, c'est l'inflation sur les produits, les 150 produits stars. Hein. On peut parler des produits stars parce que souvent les chiffres sont issus d'une moyenne, mais ce qui est mis dans le caddie des consommateurs aujourd'hui, ces produits qu'on en achète régulièrement, c'est ceux-là qu'il faut regarder et c'est des augmentations incroyables. Quand on voit plus 44% pour les steaks Charal, plus 38% pour les raviolis Panzani, etc., c'est donc ça que voit le consommateur aujourd'hui qui est confronté à cela. Et puis, le consommateur, il est aujourd'hui véritablement inquiet, très inquiet, disent les chiffres. 80% des consommateurs aujourd'hui en France sont inquiets et 73%, c'est énorme, disent avoir perdu du pouvoir d'achat. C'est ça le contexte aujourd'hui sur lequel on est confronté. Et puis, donc un consommateur qui est inquiet, un consommateur qui achète moins de volume, moins de produits, celui qui achetait des marques nationales se réfugie assez souvent vers les marques distributeurs, celui qui achète des marques distributeurs vers les premiers prix, etc. Donc, une baisse de valeur. Et puis, les distributeurs aussi réagissent à ça. Là, j'ai mis encore une fois, emprunté ça à Olivier Dover. C'est le rayon du Carrefour Villabé qui est en test aujourd'hui, le même rayon compote par rapport à celui du Carrefour d'Atismont, c'est dans la même région d'ailleurs, et où on voit que les distributeurs ils réduisent considérablement leur référencement aujourd'hui. C'est normal, on l'a vu avec les produits bio qui baissent aujourd'hui. Les distributeurs ont réduit leur référencement de produits bio parce que le bio se vend moins, donc ils réduisent. Et là, on part, par exemple, l'exemple de Carrefour montre qu'on passe de 102 références en compote à 66 références. C'est énorme. Il y a 9 niveaux marchands, c'est-à-dire en partant du premier prix vers les produits premium, bio, etc. 9 niveaux marchands, on passe à 5 niveaux marchands. Et puis, évidemment, 0 palette. Et là, il y a des palettes au sol, 3 palettes au sol. C'est pour faire du volume. On se croirait chez Aldi ou Lidl. Donc, véritablement, voilà, on a d'un côté donc des distributeurs, des consommateurs qui consomment moins, qui se méfient, qui sont très inquiets, et des distributeurs qui, eux, réduisent considérablement le référencement de l'innovation, qui sont beaucoup plus exigeants en la matière. Donc, c'est un contexte qui est compliqué pour innover aujourd'hui. Faut-il ne pas innover? Ça serait sans doute la plus grosse erreur à faire. Il y a des possibilités d'apporter de la valeur aux consommateurs. Alors, c'est important de regarder c'est quoi la valeur qu'on peut apporter quand on innove, quand on fait, j'ai pris l'exemple de Danone aujourd'hui qui fait le yaourt nature par 4 à 1,78 € le kilo. Quand je regarde le même produit mais bio, il est à 3,18 le kilo. Voilà, on est à plus 78%. La question qu'on peut se poser, est-ce que le bénéfice bio vaut cette différence? Je pense qu'effectivement, c'est une partie de l'explication, en tout cas de l'effondrement du bio de l'année dernière. Le bio aujourd'hui est perçu comme étant cher par le consommateur, trop cher par le consommateur. On nous dit souvent c'est entre 20 et 30% de plus le bio. Non, c'est pas vrai. Une étude de Linéaire montrait qu'on est en moyenne autour de 70%. Là, c'est le cas, par exemple, à 78%. Donc, on a un produit, une valeur apportée au produit et le consommateur
peut-être qu'il se pose la question, on n'est pas dans un rapport qualité-prix, mais dans un rapport bénéfice-prix. Est-ce que le bénéfice du bio vaut le prix que l'on propose? C'est la question qu'on peut se poser. De la même façon avec le végétal, alors j'en veux pas à Danone, mais parlons en empreinte Coriche. Danone, la danette chocolat, la plus grosse vente de danette, elle est à 3,30 le kilo. Quand on regarde la référence danette végétale, elle est trois fois plus chère. Donc là aussi, on peut se poser la question, est-ce que le bénéfice végétal vaut cette différence? C'est le point quand on travaille sur l'inflation à vraiment considérer, c'est est-ce que le bénéfice que j'apporte à mon produit, que je propose au client, le nouveau bénéfice, vaut la différence de prix que je propose. Alors, en matière d'innovation, en matière de l'innovation, c'est un nouveau service qu'on apporte à un consommateur, un nouveau bénéfice qu'on apporte à un nouveau consommateur. Là, je prends par exemple une référence d'Erta nouvelle, c'est le pack éco en 300 grammes. Il est plus économique. Donc là, on apporte un service au consommateur. C'est l'innovation facile, diront certains, mais il n'y a pas d'innovation facile. Il y a d'innovation qui se vend et celle qui ne se vend pas. On peut aussi, par rapport à un consommateur, on l'a vu, extrêmement inquiet, avec une part de consommateurs qui aujourd'hui sont en grande difficulté, qui le 15 du mois ont du mal à remplir le caddie, qui font leurs courses avec 10 € en poche, et pourquoi pas proposer, comme le font les Suisses ou les Allemands, le yaourt à l'unité. C'est une valeur faciale moindre et ça permet aux consommateurs peut-être, pourquoi proposer le yaourt par 4, par 8, par 16 on peut aussi proposer le yaourt à l'unité, c'est ce que font certains et c'est une solution qui peut être intéressante. Tout comme on peut aussi, alors c'est de l'anti-gaspi, mais aussi un bénéfice aux consommateurs, réduire les doses. Le steak haché qui est en standard à 115 grammes, on peut aussi le proposer à 80 grammes. C'est des petits appétits, c'est des petites portions qui peuvent permettre à certains consommateurs de ne pas gaspiller parce qu'on a tous, quand on a fait consommer ça à son enfant qui n'a pas tout mangé, on est obligé de le jeter et peut-être de faire des parts plus réduites et moins chères. Et puis, toutes les astuces anti-gaspi qu'on peut avoir, on connaît Too Good To Go, effectivement, c'est de permettre au consommateur de lui dire ton produit, c'est pas parce qu'il a dépassé la date limite, tu peux encore le consommer. C'est aussi une manière de lui faire des économies. Et puis, une tendance nouvelle, on réinvente les choses simples, mais c'est ce que j'appelle la sobriété positive. On voit arriver un certain nombre de produits, comme par exemple Simple White par Ovis, Ovis qui est un des leaders du pain de mie en Angleterre, qui propose, c'est sa nouvelle référence, un pain de mie simple, sans valeur ajoutée extrême. Il n'y a pas de super bénéfice. C'est un produit, il est simple. Il faudrait être fou, d'autres l'ont dit, pour dépenser plus. Eh bien là, c'est le cas. Et la même chose avec le Sieur, c'est la prochaine référence de le Sieur, Olisea, qui sort actuellement sur le marché. C'est un produit, une huile d'olive, toute simple, accessible au plus grand nombre, avec un niveau de prix qui permet d'être acheté par le plus grand nombre. Voilà des solutions, il y en a d'autres évidemment, pour continuer à innover et apporter des services et nouveaux bénéfices aux consommateurs. Alors, il y a d'autres manières de baisser les prix, on peut reformuler les produits, et là, je vais laisser la parole à la spécialiste, à Emeline, qui va continuer. Donc, en effet, on observe aussi du côté des industriels des ingrédients des solutions innovantes pour répondre à cette inflation. Donc, par exemple, on a la possibilité de reformuler en baissant le pourcentage de matières nobles dans la recette. Donc, par exemple, en diminuant la quantité de beurre dans un biscuit, dans une recette, et en incorporant à la place, ou en tout cas en partie, un arôme naturel de beurre concentré. Donc là, c'est toutes les solutions innovantes qui, du fait de la concentration, apportent des arômes très puissants. Donc, ce qui permet de garder la même intensité aromatique, mais en ayant un prix matière première beaucoup plus faible. Également, on a possibilité de substituer par des ingrédients alternatifs. Donc ici, c'est remplacer les œufs par un améliorant à base de protéines végétales. Donc ça permet de s'affranchir de la hausse du prix de la matière première, donc des œufs, notamment en 2022. On sait que ça a été compliqué, mais tout en gardant les mêmes qualités organoleptiques. Donc ici, dans le cas de la brioche, c'est la même moellosité, la même élasticité de la pâte qui va être retrouvée avec l'utilisation de ces protéines végétales à la place des œufs. Mais aussi, une des solutions, c'est de réduire les dépenses énergétiques au moment du process de fabrication.
Donc là, c'est un complexe enzymatique qui est incorporé dans la farine et qui permet de réduire le temps de pré-cuisson des baguettes, donc à la fois chez l'industriel, mais également lors de la remise en œuvre. Donc, une solution pour consommer moins d'énergie et donc de voir sa facture énergétique baisser. Je passe la parole à Aymeric qui va parler d'innovation et végétalisation. Oui, on m'a confié la mission de rationaliser un petit peu la tendance de la végétalisation de l'alimentation. Et la tendance de la végétalisation de l'alimentation, c'est avant tout quelque chose qui est porté par la prise de conscience des consommateurs français de l'importance de réduire leur consommation de viande, que ce soit pour des considérations environnementales, des considérations de bien-être animal ou de santé. En tout cas, Kantar nous informe que 46% des Français sont préoccupés par cette consommation de viande. Ça se traduit dans le nombre de lancements de produits innovants qui montrent qu'un des leviers principaux de la végétalisation, c'est celui des substituts des produits animaux. Un quart des produits évalués par le CIAL Innovation à Paris l'année dernière, en octobre de l'année dernière, c'était des substituts de produits animaux. Pourquoi ? Surtout parce que la végétalisation de l'alimentation, ça nécessite une transformation des habitudes de consommation des Français. Et cette transformation, c'est souvent faite dans des habitudes qui sont profondément ancrées dans les Français. Il est donc beaucoup plus simple de trouver quelque chose qui fait office d'autre chose, plutôt que de tout modifier, enfin modifier toute la structure que les consommateurs ont construit au fur et à mesure de leur apprentissage alimentaire. Mais ces substituts ne sont pas nouveaux, et des substituts végétaux, on en trouve dès 1998, avec par exemple ce produit. C'est principalement des substituts cœur de repas, qui ont la place privilégiée des produits animaux au sein des habitudes des consommateurs. Donc les consommateurs vont aller vers des produits qu'ils connaissent, qui peuvent être cuisinés de la même façon, qui ont la même place dans l'assiette, et ça va permettre de faire une transition en douceur vers une alimentation plus végétale. L'innovation plus actuelle, elle réside dans le fait plutôt de vouloir s'adresser à des gens qui sont encore plus récalcitrants à modifier leurs habitudes. Donc, pour les inciter à franchir le pas, on va s'attaquer à développer des produits qui vont mimer les caractéristiques organo des produits animaux. Ça, c'est par exemple des meat-like, on veut mimer la viande. Mais ce n'est pas que sur la viande, c'est aussi sur les produits laitiers, par exemple. On a bien sûr l'écueil que si ces produits suscitent quand même beaucoup de curiosité, il n'est pas improbable que ceux-ci vont peut-être peiner à fidéliser le consommateur, surtout parmi ceux qui sont les plus récalcitrants, à se détourner des caractéristiques qu'on attribue à la viande et qui souhaitent retrouver dans ces produits substitutions. Et du coup, cette fidélité elle risque d'être un petit peu entamée, surtout si ces substituts déçoivent. Mais la science fait quand même de nombreux progrès, et ces progrès qui peuvent nous sembler lointains, voire relatifs à de la science-fiction, il y a quelques années, ils prennent pourtant de plus en plus de place dans nos réalités. Les progrès se démocratisent, les technologies se démocratisent, on assiste à voir des technologies de fermentation de précision, de la culture de viande cellulaire, et la réalité, c'est que ce sont des grosses levées de fonds qui s'opèrent avec des enjeux business qui suscitent de la spéculation. On a encore des gros acteurs qui sont déjà positionnés sur ces technologies, c'est le cas notamment de Bell aux US ou encore de Danone, et ces progrès, pourtant, ils ont quand même des limites au regard de notre problématique. J'ai vu dans le chat qu'on parlait de Clean Label, parce que certes, les produits de végétalisation et les produits substituts vont répondre aux volontés de réduire la consommation de produits animaux, mais ils se heurtent à plusieurs barrières. La première, c'est que ces produits ne sont pas forcément tous en phase avec les enjeux d'accessibilité financière. Ils s'opposent aussi à la dimension de naturalité véhiculée par la perception du végétal. Est-ce qu'on verra demain voir apparaître des associations qui vont défendre le bien-être des cultures enzymatiques et bactériennes? Ce n'est pas impossible. Mais plus sérieusement, on se pose plutôt la question de jusqu'où ira l'acceptation des consommateurs pour ces substituts aux produits animaux. On voit que déjà dans certaines parties du monde, comme en Italie, il y a des projets de loi qui visent à interdire la production et la vente d'aliments de synthèse, comme la viande artificielle. Donc, ce que nous, on peut vous conseiller, c'est de considérer la végétalisation au-delà de l'opposition avec le monde animal et au-delà de ses substituts. Et surtout, au-delà de la réduction de la problématique à la seule question des protéines. La végétalisation ne doit pas forcément être exclusivement synonyme de cette question protéinique en termes nutritionnels, car la végétalisation, elle peut aussi favoriser l'atteinte d'autres objectifs
d'autres objectifs qui attendent toujours d'être comblés. C'est pour nous un tremplin d'opportunités, rien que pour des aspects nutritionnels, si on se concentre là-dessus. La végétalisation, elle peut aider à faciliter l'atteinte des recommandations du PNNS sur les fruits et légumes, sur les légumineuses, sur les fibres, sur les micronutriments que sont les vitamines et les minéraux. L'essor de la végétalisation, donc pour nous, c'est un vrai tremplin d'opportunités. On incite tous les acteurs de la végétation à s'attacher à prendre part à l'éducation alimentaire, au goût, à l'évolution des pratiques culinaires de tous les publics, les enfants, les parents, les SCP+, comme les CSP-, les chefs cuisiniers, la restauration collective, afin de mettre le végétal au centre des assiettes. Et cette dynamique d'innovation, elle existe en fait. C'est la végétalisation du végétal. Ce sont des produits qui vont jouer sur la diversité, sur la variété, sur la complémentarité nutritionnelle, des produits qui ont un discours qui vont nommer les différents végétaux, le végétal légume, le végétal céréales, le végétal légume 1 avec le végétal légume 2, le végétal légume avec le végétal légumineuse, le végétal qui entre dans des usages et qui ne sont pas encore associés au végétal. Voilà. On peut végétaliser du pain qui est déjà végétal, et c'est là où le végétal va se végétaliser. Voilà. Au-delà de la composition du produit lui-même, la valorisation du végétal, elle est super importante et elle recèle de nombreux leviers de communication positive. Donc, on est à l'opposé finalement des communications qui peuvent vanter l'absence de certains ingrédients. Le végétal se veut gourmand, il se veut vecteur de plaisir, il se veut vecteur de sens, il se veut vecteur de fun. On va pouvoir finalement le retrouver, le végétal, dans les 5 axes des tendances de l'arbre dont Emeline vous a présenté tout à l'heure. Le végétal va se valoriser donc autant dans la variété et bien au-delà du convient aux végétariens ou convient aux véganes et loin de sa comparaison, opposition avec les produits animaux. Pour nous, donc, la végétalisation, c'est une tendance qui peut trouver un très large public. Celui qui veut des produits plus ou moins élaborés. Celui qui veut quelque chose de simple, quelqu'un qui veut quelque chose de rapide, de pratique à préparer. Celui qui veut un produit qui se cuisine et se consomme comme des produits animaux, mais aussi celui qui veut un produit qui ressemble à de la viande, qui lui rappelle le goût, qui lui rappelle l'aspect, la texture. On a aussi celui qui se soucie de l'environnement, mais aussi celui qui se soucie d'augmenter sa consommation de fruits et légumes, voire de légumineuses, voire de fibres, mais qui aujourd'hui n'a pas forcément toutes les clés pour le faire. Donc, adresser la végétalisation, c'est aussi bien informer le consommateur, et ça tombe bien, car Antoine va vous parler de cela. Merci beaucoup, Émeric. Oui, nous souhaitions toujours avec cet objectif de partager des réflexions, partager des éclairages sur différents sujets. On voulait revenir aussi sur ces grandes questions que sont l'information, la transparence et ce que peut nous apporter la technologie, en particulier l'intelligence artificielle dont tout le monde parle. Donc, en matière d'information du consommateur, bien entendu, on a tous parfaitement conscience depuis quelques années de l'importance de délivrer beaucoup d'informations aux consommateurs. Et quand ce ne sont pas les marques qui le font, même si bien évidemment elles sont dynamiques sur le sujet, ce sont ces tiers de confiance qu'évoquait Xavier tout à l'heure. On cite ici Yuka, Open Food Facts, ils sont là pour délivrer des informations, parfois malheureusement incomplètes, mais toujours utiles au consommateur quand on lui pose la question de savoir ce qu'il aimerait savoir. C'est une dynamique qui va se maintenir, se poursuivre. On sait l'actualité autour de l'information nutritionnelle, du Nutri-Score et de l'information environnementale avec tous ces projets au niveau nationaux et européens. Mais il y a également d'autres innovations en matière d'information qu'on perçoit aussi depuis un certain temps, mais qui vont se traduire très concrètement encore davantage dans un avenir très proche. On a illustré ici le propos avec Cœur de Lion qui développe un QR code et une application pour apporter tout type d'informations sur la composition du produit, sa fabrication, son origine, l'origine de ses matières premières, du laitier qu'il a mis en œuvre. Donc, bien sûr, ces nouvelles technologies de communication vont se développer et en particulier, on va voir apparaître en remplacement progressif de notre code barre bien connu, ce QR code qui offre de bien nombreuses opportunités en matière de stockage d'informations, puisque on multiplie environ par 4000 la quantité d'informations qu'on peut délivrer, offrir
à l'utilisateur au travers de ce QR code qui se lit en double dimension, bien entendu. Et la première application nous renvoie à des événements récents en lien avec des rappels de produits. Aujourd'hui, il y a un enjeu lorsqu'on procède à des rappels de produits, vous le savez, c'est les retirer des rayons et informer le consommateur comme il se doit. On sait aujourd'hui que le numéro de lot des produits n'est pas vérifié en sortie de caisse. Et donc, le premier objectif de ce QR code sera de permettre aux opérateurs et opératrices en sortie de caisse de s'assurer qu'aucun produit faisant l'objet d'un retrait ou d'un rappel ne sera délivré au consommateur. Les choses se mettent en place, ce n'est pas aussi simple que ça. Un QR code ne s'impose pas aussi facilement qu'un code barre sur un emballage. Il y a différents aspects et limites techniques qui sont importantes. Et puis, ça veut aussi dire que les lecteurs chez les distributeurs vont devoir être adaptés. La technologie n'est pas la même. Donc, ce sont des choses qui se mettent en place progressivement, qui prendront du temps, mais auxquelles il va falloir s'habituer. Quand on parle d'information du consommateur, bien évidemment, on pense à ces incitations, je les évoquais tout à l'heure, à manger mieux. Je ne reviendrai pas sur effectivement tout ce qui fait l'actualité et la fera encore pendant quelques mois. Bien évidemment, ces informations sont importantes, mais j'aurais envie de les qualifier d'informations réassurantes, parfois effectivement perçues comme anxiogènes. Les sociologues portent un regard assez affûté sur ces étiquetages, ces logos. Ils sont très importants pour aider le consommateur. Mais ce qui nous semble aussi très important, et c'est l'occasion qui nous est donnée de le redire et de le partager avec vous, c'est que le consommateur, il a aussi d'autres envies. Et l'alimentation n'est pas qu'une question d'information, qu'une question de réassurance et de transparence. Et en matière d'innovation, il nous semble très important de garder à l'esprit que, en particulier dans les pays latins et en particulier en France, le rapport à l'alimentation est très particulier et s'attache à d'autres valeurs que la pure information descriptive. Et nous, on invite nos clients, on vous invite, c'est l'occasion de le dire aujourd'hui, à appréhender l'offre alimentaire, l'acte de manger comme une expérience sensorielle et émotionnelle très importante, où le plaisir a toute sa place. On l'a vu, Xavier l'a dit, les produits qui fonctionnent aujourd'hui tout particulièrement, ce sont des produits plaisir. Et le contexte actuel nous rappelle aussi toute l'importance de ce rapport à l'alimentation. C'est aussi une construction, un support de l'identité individuelle, qu'on soit jeune, en construction de son patrimoine culinaire, mais aussi adulte, voire senior. C'est une composante de la santé. Et bien évidemment, les informations nutritionnelles sont importantes à apporter aux consommateurs. Et puis un lien social, on le sait, toute l'importance de manger ensemble, la commensalité, chère aux sociologues. Voilà, l'occasion nous est donnée de rappeler ces éléments qui nous semblent très importants en matière d'information et de développement de nouveaux produits. Et on vous invite tous à le garder à l'esprit, ça nous semble très important. Et puis, demain, là aussi, en matière d'innovation alimentaire, à quoi devons-nous nous attendre? Quel est le futur de ces nouvelles offres alimentaires, de l'innovation? Et là, on a envie d'évoquer effectivement l'intelligence artificielle dont on imagine assez bien qu'elle puisse être un outil en matière d'innovation, mais aussi d'information des consommateurs. Donc, creusons un peu ce sujet. Quelles sont les pistes que nous avons identifiées et qu'on aimerait partager avec vous? Bien sûr, on ne peut pas échapper au ChatGPT. Peut-être comme nous, vous avez le sentiment qu'on en parle beaucoup, certainement un peu trop. Donc, faisons un pas de côté. C'est ce qu'on vous propose de faire et d'évoquer ce nouvel outil, TestGPT, qui nous semble particulièrement adapté à nos sujets du jour. Alors, qu'est-ce que TestGPT? C'est bien sûr un nouvel outil qui nous vient des États-Unis. C'est une solution d'intelligence artificielle générative, c'est le principe de ChatGPT, conçu pour fournir des idées de produits et aider les marques à innover et communiquer. Donc effectivement, on est en plein dans ces problématiques d'innovation. Qu'est-ce que nous propose cet outil? Il nous propose des concepts produits et des visuels associés. Quand on utilise ces fonctionnalités de l'outil, on l'a fait, bien entendu. Voilà ce que nous propose
Test GPT, ce sont des concepts et des images produites par l'outil. Et on voit ici à la fois des produits très gourmands, très bien représentés, portant des promesses de composition qui sont assez originales, très tendances. On voit même une crème glacée caramel à la mousse de mer. Hein. C'est effectivement très évocateur, très prometteur. Des images très gourmandes et très ciblées, directement élaborées via toutes ces données que l'on trouve sur le web et que l'outil décrypte et formalise en ces termes. Et pour aller plus loin, il nous propose même des discours de gamme, voire des claims ciblés. Et on a pris ici l'exemple d'une gamme de produits tendance asiatique, ce n'est pas une surprise, qui nous valorise dans son discours les ingrédients choisis, les saveurs proposées et toutes les promesses associées. Donc, ce sont des outils, bien évidemment, avec lesquels il faut apprendre à vivre, qui ne feront pas tout, que nous, on prévoit d'utiliser dans nos accompagnements, dans nos workshops, même si nous restons parfaitement convaincus que la part humaine n'échappera pas à ce registre alimentaire auquel on est si cher, mais néanmoins, ce sont aujourd'hui des perspectives nouvelles qu'il faut embarquer avec nous. D'autres illustrations de tels outils au travers de ces images que nous sommes allés chercher avec Midjourney et ses promesses d'images générées par l'intelligence artificielle. On voit toute la qualité et performance de ces visuels dans la traduction gourmande, et au-delà viendra peut-être demain remplacer nos shootings de Pâques et autres valorisations de produits. Et il faut là aussi se préparer à travailler avec de tels outils. Dans un registre un petit peu différent, mais là aussi très intéressant pour les équipes R&D, RI, dont vous disposez tous, ce sont ces nouvelles fonctionnalités, ces nouveaux outils. Là, un formulateur d'aliments qui intègre la modélisation mathématique et l'intelligence artificielle. Bien sûr, de tels outils de formulation de produits existent, mais on sent poindre, là aussi, venant des États-Unis, de Nord-Amérique, mais également d'Asie, on voit donc émerger sur le marché de nouvelles solutions encore plus performantes et plus puissantes au moyen de ces modélisations et de l'intelligence artificielle. Voilà un nouveau monde qui s'offre à nous, de nouveaux outils, de nouvelles façons de travailler qu'il nous faudra très certainement intégrer dès maintenant. Je crois qu'il y a un article du Monde d'aujourd'hui qui explique comment les entreprises sont déjà en train d'intégrer ChatGPT dans ces outils, quels que soient les services et les expertises de ces entreprises. Il nous semblait intéressant de vous partager ces réflexions et ces perspectives dans ce contexte du baromètre de l'innovation. Voilà, nous en avons terminé avec ces deux présentations. Pour revenir à la première, vous trouverez ici toutes les informations utiles et n'hésitez pas à nous joindre pour pouvoir commander ce baromètre de l'innovation alimentaire mondiale. La centaine de slides qu'Emeline vous a décrypté sommairement, il est à votre disposition. N'hésitez pas à nous le commander au moyen de ce QR code. On associe nos réflexions à l'application. Et puis maintenant, bien évidemment, on a déjà commencé à le faire, mais on va le poursuivre. On va répondre à vos questions, celles que vous avez pu poser dans le chat ou que vous souhaitez nous proposer dès à présent dans cette ligne de conversation. Je vais reprendre les premières questions qui ont été formulées, notamment sur la première partie de Xavier, sur les grandes tendances de l'innovation. J'avais plusieurs questions, Xavier. La première, c'est quelle est la différence entre la santé et la forme, et est-ce que la forme ne devrait pas plutôt être intégrée dans la santé? Il y a une question sur qu'est-ce qu'il y a derrière le végétal,
Et est-ce qu'on prend en compte dans le végétal les différences entre les substituts et les innovations de l'offre végétale par ailleurs? Et enfin, il y avait 2 questions sur le secteur boucherie, charcuterie, volaille, où tu indiques qu'il était boosté par le végétal. Donc, comment ça se fait que la boucherie, la charcuterie, le végétal peut être boosté par des produits végétaux? C'est quoi le rapport, quoi? Oui, alors, première question sur la différence entre la forme et la santé. C'est une nuance, effectivement. On peut les regrouper dans ce qu'on appelle, nous, santé-forme, mais la forme tient plus à, je dirais, à l'apparence du consommateur, une revendication du consommateur qui veut garder, qui veut rester mince, l'énergie, le bien-être, voire le cosmétique. Alors, très peu chez nous, mais on a un peu de ce type de produits en Asie qui vous promettent une bonne mine, qui vous promettent, etc. Donc, des promesses cosmétiques. Là, on n'est pas dans une problématique de santé. La problématique de santé, c'est véritablement ce qu'on appelle, nous, la tendance de naturalité. Je veux manger naturel, c'est meilleur, moins dangereux pour ma santé. Donc, je vais chercher des bénéfices de naturalité ou des bénéfices clairement à connotation médicale, hein, quand on a des problèmes de cholestérol, par rapport aux fibres, par rapport aux ferments, etc. On peut avoir des promesses liées à la santé, voire à la fois fonctionnel et à la fois naturel comme le végétal, quand le végétal a des promesses de santé. Voilà, donc clairement, on a d'un côté la santé vraiment qui touche au corps, et la forme qui est plus une affaire d'apparence et de bien-être. Deuxième question, donc derrière le végétal, est-ce qu'il n'y a pas que les substituts, et d'ailleurs, Aymeric, tu l'as montré, des produits qui ne sont pas des substituts, mais qui mettent en avant le caractère végétal de la composition avec un bénéfice associé. Quand aujourd'hui on fait par exemple des soufflets pour l'apéritif, qu'on intègre des légumineuses à l'intérieur dans la recette, parce que c'est plus digeste, parce que c'est riche en protéines, parce que, etc. On est dans un bénéfice santé lié à la composition végétale du produit, et on n'est pas dans le cas d'un substitut. Pourquoi du végétal dans la boucherie? Quand là, encore une fois, c'est l'acte d'achat du consommateur. Aujourd'hui, quand on achète un jambon composé comme certains l'ont fait, avec de la viande de porc et des végétaux à l'intérieur, etc. On est dans le cadre, on est au rayon boucherie, charcuterie, volaille. On va acheter ce type de produit, comme l'exemple qu'on a montré, le gaulois tout à l'heure. C'est un produit de boucherie, charcuterie, volaille, mais qui n'est pas carné, qui est avec des ingrédients végétaux. C'est le même acte d'achat. On n'est pas au rayon fruits et légumes, on est véritablement dans un acte d'achat de type boucherie, charcuterie, volaille. C'est pour ça qu'on les intègre à la catégorie. Voilà. Xavier, j'ai encore 2 autres questions sur ta partie. La première, c'est est-ce que les BRSA ont un avenir en France où la consommation de vin et spiritueux fait partie intégrante de la culture française? Et le deuxième, c'était est-ce que le fait que le salé surgelé est en première position en France révèle un besoin de praticité et de rapidité? Alors oui, clairement, oui, puisque il y a une attente aujourd'hui du consommateur clairement de manger bien tout en ayant envie. Quand on sait que le consommateur, la consommatrice, elle a 10 minutes pour préparer le repas le soir, hein, il faut des produits pratiques. Et ce qui a boosté effectivement les plats cuisinés surgelés notamment, on parlait du végétal. C'est intéressant de le constater parce que le végétal aujourd'hui est en progression. Mais où est-ce qu'il y a des attentes en termes de végétaux? Les végétariens, les flexitariens ou tous ceux qui aiment, qui veulent végétaliser leur alimentation, ils sont comme tous les autres. Eh bien, ils ont besoin de praticité, ils ont besoin de rapidité. Ils la trouvent dans des plats cuisinés surgelés, mais également où il y a par exemple une vraie attente qui n'est pas satisfaite aujourd'hui, c'est l'aide culinaire. L'aide culinaire, c'est pour le consommateur, il aime cuisiner lui-même, même si c'est en 10 minutes le soir, il a besoin, justement parce qu'il a peu de temps, il a besoin d'être aidé. Et là, on a beaucoup de choses en classique, on a très peu de choses avec un bénéfice végétal en aide culinaire. Et là, il y a du potentiel d'innovation, par exemple. Okay. Et puis l'autre question, la première, pardon. C'était sur le secteur des boissons rafraîchissantes sans alcool. Ont-ils leur place en France où les traditions culturelles, on va dire, laissent quand même pas mal de place au vin et spiritueux? C'est une catégorie qui reste très dynamique, qui doit être en 5e ou en 6e position en France. Hein, donc ça reste une catégorie très dynamique. Aussi, les boissons sans alcool ont besoin de se renouveler. C'est souvent des recettes, c'est souvent des nouveaux goûts qui apparaissent. Donc il y en a un reste très dynamique en France, même si en France, effectivement, on a une
tradition effectivement de vin et spiritueux, mais d'ailleurs, c'est pas forcément en France que la catégorie vin et spiritueuse est la plus innovante, hein, très clairement. Dans d'autres pays, il y a beaucoup de choses qui apparaissent qui sont très intéressantes. Merci Xavier. Ensuite, on a eu 3 questions qui font un peu le lien entre la partie d'Emeline qui vous a présenté un petit peu des façons de substituer certains ingrédients et la partie aussi de Xavier sur l'inflation. C'était remplacer un ingrédient naturel par un arôme. Est-ce que ça répond aux attentes des consommateurs? Et est-ce que le conso est prêt à faire finalement l'impasse sur un produit, on va dire, clean, quitte à ce qu'il soit moins cher? Alors, je vais répondre rapidement. On est toujours dans le même rapport de ce que j'appelle le rapport bénéfice-prix. Si effectivement le fait que le produit soit cleané, mais le produit est trop cher, eh ben, le consommateur n'ira pas. Aujourd'hui, c'est ce qui explique par exemple la chute du bio. Le bio est arrivé trop cher aujourd'hui, et le bio, c'est pour le consommateur meilleur, moins dangereux, enfin on peut dire les choses de multiples façons que le conventionnel, mais à un moment donné, il y a une barrière prix. Donc c'est justement ce juste équilibre qu'il faut trouver pour que le consommateur n'abandonne pas le produit. Voilà, et les industriels, du coup, cherchent aussi des alternatives quand même assez naturelles, notamment, bon là, c'est un arôme naturel de beurre concentré, donc avec des techniques aussi particulières pour pas être en effet sur de l'ultra transformé. Mais comme le disait Xavier, voilà, on est toujours sur ces paradoxes et en termes d'inflation, on peut jouer aussi sur baisser la quantité de matières nobles. Après, il jouait aussi cet industriel sur le fait que d'un point de vue nutritionnel, le produit serait aussi moins riche en matières grasses. Donc, il y a aussi différentes solutions qui se recoupent. Mais en effet, on voit qu'il y a un paradoxe et des questionnements sur la reformulation, tout comme la consommation des produits top 10 Nielsen qui forcément ne correspondent pas toujours à des attentes de clean et de sain. Mais c'est vrai que ça révèle ce paradoxe actuellement. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je ne suis pas certain qu'on va pouvoir traiter toutes les questions. J'aimerais qu'on puisse répondre à certaines qui ont été posées, notamment sur la dernière partie, celle d'Antoine. Antoine, il y a plusieurs questions. Comment TestGPT crée-t-il ses produits, ses images? Est-ce qu'il fournit des sources? Est-ce qu'il a des sources ou est-ce qu'il crée à partir de rien et d'où ça sort? Il crée à partir de toute la matière dont qu'il collecte sur le web et compose selon une question ou des mots-clés proposés ces images. Et elle ne fournit pas de sources parce qu'elles sont multiples. Je vois l'autre question, TestGPT, effectivement, quand on catégorise ou quand on paramètre l'outil, il propose de choisir des marchés, des cibles en fonction de l'âge et des attentes consommateurs possiblement. Donc, c'est relativement personnalisé. Enfin, sur la multiplication des labels, effectivement, grande question hein, qu'on se pose depuis de nombreuses années. Trop de communication tue la communication, ce n'est pas nous qui l'avons dit. Il y a aujourd'hui beaucoup de labels. Tous ne survivront pas à cette guerre de l'information, bien entendu. Et on l'a vu récemment, en particulier sur la question de l'étiquetage environnemental. Je peux répondre aux deux. Deux autres questions, et après, il en restera une dernière, je pense. Ça revient sur des choses que Xavier a dit. C'était, est-ce qu'on est possible, dans notre base de données d'innovation, arriver à faire la différence entre les produits végétaux substituent des produits végétaux qui ne le sont pas? Oui. La réponse est oui. Et ensuite, dans nos rapports, est-ce qu'une innovation qui est codifiée dans une catégorie peut-elle avoir plusieurs promesses? Et dans ce cas-là, comment on gère ça? Oui, tous les produits ont plusieurs promesses et bien sûr, on critérise tous ces produits, toutes ces promesses. Un produit peut être naturel et fonctionnel parce qu'il a des fibres ou il a des ferments et pratique d'utilisation parce qu'il est nomade, par exemple. Donc, il sera critérisé sur plusieurs tendances, mais il y a toujours une tendance principale. La tendance principale, c'est vraiment le positionnement du produit et c'est la volonté de l'industriel de positionner son produit. Il y a toujours une promesse principale et c'est celle-ci qu'on utilise notamment dans le baromètre mondial de l'innovation
sachant que bien sûr, on est capable aussi d'analyser sur la tendance secondaire, tendance tertiaire. Merci Xavier, il est midi. Peut-être une dernière question qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, et ce sera sûrement la dernière. C'est celle d'Agathe. Pouvez-vous évoquer en 2 mots l'innovation de packaging? Est-ce que l'amélioration des packs fait partie des attentes des consommateurs en France? Oui, il suffit parfois de s'entendre râler dans sa cuisine par rapport à des packaging qu'on a du mal à détacher, qu'on a du mal. Il y a énormément d'évolutions en termes de packaging attendues. Déjà, il y a une volonté du consommateur d'être plus écologique, il exige c'est pas lui de faire le boulot, c'est souvent à l'industriel ou au distributeur. Aujourd'hui, de pouvoir séparer facilement le carton du plastique pour trier les déchets. On nous demande de trier les déchets, par exemple, c'est parfois compliqué pour le consommateur. Et ben là, il y a des progrès à faire, de diminuer l'emballage. Je pense qu'une des innovations de l'année, sans doute peut-être de la décennie, c'est une marque distributeur. D'ailleurs, c'est Migros Suisse qui a lancé cette capsule de café sans capsule. Aujourd'hui, c'est une vraie innovation. On a carrément supprimé l'emballage. Voilà, donc il y a beaucoup d'attentes du consommateur, de nouveaux bénéfices, d'insights, comme on dit dans le marketing, dont la réponse est autour d'un travail sur l'emballage. Voilà, on espère avoir répondu à toutes vos questions. Je laisse le mot de la fin à Antoine, peut-être. Merci, Émeric. Non, je remercie tous les participants, nombreux, de leur message également. Ça semblait intéresser bon nombre d'entre vous. Donc, on vous remercie et on vous dit à très bientôt. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour commander le baromètre. Et puis, on ne manquera pas de vous proposer très prochainement une nouvelle session d'échange et d'inspiration sur nos sujets d'intérêt. À très bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup.